De notre podcast Libre S'expression présenté par Eros et compagnie. Anne-Marie, comment ça va? Yes, ça va bien! Aujourd'hui, on va parler de polyamour, mais avant de commencer, je veux vous dire que sur le site de Eros et compagnie, vous pouvez aller découvrir tous les produits érotiques et vous les procurer avec notre code rabais Libre S'expression. Ça vous offre 15% sur votre commande. Sur tout ce qui se trouve sur le site internet d'Eros et compagnie. Tu recommanderais quoi, Anne-Marie, cette semaine? Oh mon Dieu, c'est une maudite bonne question. Là, tu me prends de court. Écoute, ça dépend ce que tu as envie de stimuler. OK. Fait qu'on se garde ça pour un autre épisode. Ouais. Aujourd'hui, on reçoit au podcast Guillaume Soubeyran-Faguel pour parler de polyamour. C'est quelqu'un qui est dans un couple polyamoureux, mais aussi un étudiant qui fait présentement une thèse sur le polyamour. Corrige-moi si c'est pas ça. Presque. En fait, j'ai commencé un projet de recherche que j'ai pas terminé, mais qui concernait effectivement le polyamour, ouais. Bon, ben salut, comment ça va? Ça va super bien. Merci de me recevoir. Content d'être là. Ben oui. Est-ce que tu veux nous faire un petit portrait de ton parcours, là? C'est ça, tu fais une thèse, tu as commencé un projet de thèse sur le polyamour. Tu as étudié en quoi? Moi, dans le fond, à ce moment-là, j'étais à la maîtrise en sociologie. Fait que j'ai commencé une maîtrise qui essayait de comprendre un peu mieux c'était quoi les micro-agressions qui étaient vécues par des personnes polyamoureuses. Fait que toutes ces petites interactions-là qui sont pas forcément hyper violentes, hein, pas des insultes ou ce genre de choses-là, mais plus des petites frictions, des interactions où il y a du sable dans l'engrenage. Puis qui, dans le fond, convoient des messages qui sont un peu stigmatisants ou discriminatoires. Fait que c'est vraiment donc ce à quoi je m'intéressais. Puis au final, j'ai fini par pivoter en psychologie. Là, en ce moment, je fais la formation qui est nécessaire pour rentrer au doctorat en psychologie. Puis si tout va bien, là, je vais toucher du bois. Mais je devrais être admis donc l'an prochain au doctorat là, pour être psychologue. Là. OK, donc tu vas devenir psychologue. Est-ce que tu vas te spécialiser peut-être dans un domaine qui concerne le polyamour ou la sexualité ou les relations amoureuses? Je sais pas si je vais me spécialiser là-dedans, mais je sais que pour avoir parlé avec plusieurs personnes polyamoureuses, il y a une demande en tout cas de thérapeutes, probablement aussi en sexologie, là, mais qui sont familiers ou familières avec des enjeux liés aux minorités sexuelles. Je sais pas à quel point c'est juste d'inclure les relations non monogames dans les minorités sexuelles, au même titre que, par exemple, la bisexualité ou etc. Mais disons, pour faire court, je vais le nommer comme ça. Là. Mais je sais qu'il y a effectivement plusieurs personnes qui sont en demande de thérapeutes qui sont familiers avec ces enjeux-là. Question d'éviter, en fait, d'avoir des problèmes dans leur thérapie, alors qu'ils sont appelés justement à recevoir de l'aide de ces personnes-là. Bien, clairement, quand tu es dans une relation, j'imagine, à long terme, dans un couple polyamoureux, puis que tu vis des problèmes, ben comment tu fais pour trouver un thérapeute qui est spécialisé, qui comprend, qui est capable de faire une thérapie pour un couple à trois? Exactement. Ou à plus? C'est comme une espèce de loterie, le 3/4 du temps sur lequel tu tombes. T'sais, moi-même, j'ai déjà été en thérapie, j'ai eu plusieurs interactions un peu... disons, tu sais, où il y avait une petite tension avec ma thérapeute, où j'étais pris à lui expliquer, dans le fond, ce que je vivais. C'est ça. Tu sais, presque à faire de l'éducation avec la personne qui, normalement, devrait me soigner, tu sais. Exactement. C'est un peu grossier, mais au final, c'est pas ma job, tu sais. Fait que l'idée, c'est, à tout le moins, tu sais, comme je te disais, sans forcément me spécialiser là-dedans, d'être déjà sensibilisé à ces enjeux-là, je pense que ça peut déjà aider à soigner des personnes qui sont dans des relations comme celle-là, ouais. As-tu pensé à un sujet de thèse, déjà? Ouais. Moi, j'ai travaillé pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans, à la prévention des violences sexuelles sur un projet en particulier qui parlait du harcèlement sexuel chez les jeunes. Puis, de fil en aiguille, j'ai parlé avec une prof à l'Université du Québec en Outaouais. Puis, en gros, on risque de continuer un peu sur cette thématique-là. Là, je peux vous sortir pas exactement le titre, là, mais là où je m'en vais. Puis, en gros, je vais m'intéresser au vécu subjectif des parents d'enfants qui ont été agressés sexuellement. Puis ces parents-là, donc, ne sont pas les personnes qui ont agressé les enfants. Fait que c'est de voir un peu comment ces parents-là vont vivre ces épreuves-là, comprendre ce qui se passe, quels sont les besoins en termes d'aide psychologique, entre autres, là, qu'ils ont en fait. Ouais. Okay. C'est clairement un besoin. Ouais. C'est clairement un besoin. C'est... Wow! Ouais, parce que on va vraiment focusser souvent sur qu'est-ce que les personnes vont vivre, mais on pense jamais au réseau de soutien autour.
Qui on est en pense plus, pas les ouais, outiller, tu sais. pour des Ben, enfants, en surtout plus, des c'est enfants, c'est déterminant, tu sais. Parce qu'un, Ouais. ouais, c'est ça, parce qu'un enfant, c'est évident que les parents sont au courant, contrairement à comme un adulte, par exemple, ou une adolescente qui peut commencer une thérapie ou commencer des procédures sans que les parents soient au courant jamais, tu sais, C'est aussi que la concrètement, rémission de l'enfant repose pas mal entre les bras, pas exclusivement, mais tu sais, forcément, si les parents sont trop pris avec leur propre souffrance à eux et à elles, ben forcément, ils seront pas toujours disponibles pour les besoins de l'enfant, puis c'est un peu donc dans cette perspective-là qu'on va là. Puis c'est prouvé d'ailleurs que plus ton réseau de soutien est soutenant, mieux tu as des chances de t'en sortir. La résilience, elle augmente, en fait. Tout à fait. Puis ton parcours amoureux, Ah, j'aimerais ça qu'on en parle. ouais. Comment tu t'es rendu à devenir polyamoureux? Ouais, ça a pas été de tourpeau, franchement. Moi, dans le fond, depuis que j'ai une vie amoureuse, ou à peu près, j'ai été, je pense, infidèle avec pas mal toutes mes copines avant. À cette époque-là, j'ai évidemment jamais entendu parler du polyamour, des relations ouvertes. Je sais avoir blessé beaucoup de mes partenaires dans cette espèce de bizarre de chemin-là. Puis, il y a quelques années, j'ai commencé à réfléchir un peu. Encore une fois, j'avais toujours pas entendu parler de relations ouvertes ou polyamour ou quoi que ce soit. Mais je commençais à m'interroger sur, je sais pas, le fait d'être the one pour quelqu'un, le fait d'être tout, je sais pas, mettons, le meilleur amant, le meilleur amoureux, le meilleur coloc, le meilleur parent, éventuellement, pour quelqu'un. Puis je trouvais que c'était des attentes qui étaient lourdes à porter. Fait que là, je me suis mis à réfléchir à tout ça pour me rendre compte que finalement, cette réflexion-là avait déjà été entamée par d'autres personnes bien avant moi. Puis c'est là où j'ai commencé à lire davantage sur les relations non monogames. Ça t'a été un soulagement? Tu sais, quand t'as vu que ce qu'il y avait dans ta tête avait déjà été exploré par d'autres personnes? Éventuellement, oui. Mais je pense qu'au début de ce cheminement-là, j'étais pas encore... comme si je m'étais pas encore approprié complètement cette démarche-là. Je savais pas encore que j'étais ça. Fait que je pense que je regardais ça de loin un peu, je m'y intéressais de plus en plus, mais sans jamais vraiment me ramener ça à moi. Puis c'est plus tard là, dans cette démarche-là que ça va finir par arriver. Comment? Mettons concrètement, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, franchement, je pense que la consécration de cette démarche-là, ça reste en fait, moi, depuis tout récemment, j'ai 2 copines. Puis je pense que ça a été vraiment... Puis ça se passe super bien, il n'y a pas de friction entre personnes. Puis... Est-ce que c'est ta première relation polyamoureuse? Disons que... Je comprends. Il y a eu des fréquentations d'autres. Exactement, c'est ça. Mais officiellement... Ouais, tout à fait. C'est la première fois que j'ai vraiment comme 2 copines stables, claires, tout le monde est super au courant de ce qui se passe, il n'y a pas de friction, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de... Ouais. Ça fait combien de temps, là? Là, ça va faire 3 mois que j'ai deux relations simultanées. Là. Sinon, j'étais avec ma copine, la première, disons, là, depuis 4 ans déjà. Ouais. On va dire son nom. On va essayer. Comment on appelle... C'est quoi les termes, par exemple, quand tu es dans un couple polyamoureux, tu sais, on dit-tu ma première blonde? Ben, justement, tu sais, c'est pas pour rien que je me suis surpris, c'est que, moi, je veux dire, tu sais, quand je dis ma première, je fais référence au temps, tu sais, quand est-ce que j'ai commencé à sortir avec l'une ou l'autre. Mais, tu sais, tu vois, dans plusieurs relations non monogames, donc entre autres polyamoureuses, il y a des personnes qui vont insister sur cette distinction-là entre des partenaires primaires et secondaires. L'idée, c'est comment dire, mettons, typiquement pour un partenaire primaire, par exemple, ça va être ce partenaire-là, partenaire-là qui va être capable d'imposer des règles dans la relation. Fait que, mettons, moi, ma première partenaire s'appelle Andréane. C'est avec elle, si jamais c'était ma partenaire principale ou primaire, c'est avec elle qu'on settrait les règles de notre relation. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, jusqu'où ça va et tout. Puis, ma deuxième copine, si elle était ma partenaire secondaire, elle aurait peut-être un peu moins son mot à dire. C'est pas une distinction à laquelle moi je tiens. C'est pas comme ça qu'on vit les choses du tout. Ouais, ça se passe d'une manière pas mal plus organique puis horizontale que ça. Mais si c'est important pour des personnes, honnêtement, je pense que, au risque de me répéter, mon dicton là-dedans, c'est vraiment « whatever floats your boat ». Là, c'est, fais bien ce qui t'arrange, tant que ça plaît à tout le monde puis que tout le monde est bien là-dedans. Ouais, puis si toi, tu as besoin de cette distinction-là, c'est chill. C'est pas mon cas. Est-ce que ça peut avoir des répercussions négatives sur la deuxième partenaire? Tu sais, à quel point cette personne-là va se sentir bien dans la relation, sachant qu'elle n'a aucun droit sur comme les... C'est que ça crée une hiérarchie, on dirait. C'est ça, une hiérarchie, c'est ça, je me dis. Donc, toi, t'en as pas, ma première copine, ben, moi j'ai pas eu à vivre ça. Andréane l'a vécu, elle. Ça a été éprouvant par moment, justement, de se sentir comme...
je veux pas la citer, là, mais tu sais, de se sentir comme pas une vraie blonde parce que tu sais, t'as pas exactement les mêmes droits que l'autre, etc. Ah, parce qu'elle C'est- a déjà, elle, était dans une relation Alors polyamoureuse dans le alors que passé. moi j'étais déjà en couple avec quelqu'un. Moi j'ai rencontré Andréane alors que j'étais déjà en couple avec quelqu'un. Puis C'était un couple monogame. c'était un couple monogame au début. On a essayé le couple ouvert, ça s'est pas bien passé. Fait que c'est pas exactement pour ça que ça s'est terminé entre elle et moi, mais ça a dû y contribuer d'une manière ou d'une autre. Là. Puis au moment que tu as rencontré Andréane, c'est ça, j'essaie de comprendre. Elle était dans un autre couple, puis là, finalement, Elle était pas en couple à ce moment-là. Ok, C'est elle moi était qui étais toute déjà en seule. couple. Ouais. Puis elle était la deuxième à ce moment-là. Exactement. OK, Ouais. puis elle était pas bien parce que c'était ta relation principale, la première, qui créait les règles, puis là, ça a pas... Puis finalement, ça a mieux fonctionné avec Andréane, puis là, toi, tu dis juste que c'est ta première. Puis Encore une fois, comme je dis, il y a si pas je de dis hiérarchie. c'est ma première, c'est juste parce que je l'ai rencontrée avant, mais tu sais, entre Andréane puis mon copine, il n'y a pas Vicky. d'histoire de... Ouais, il y a pas d'histoire de t'es la plus ou t'es la moins ou je sais pas quoi, c'est pas... Est-ce que tu peux nous faire une définition peut-être plus formelle du polyamour? Ben, ouais, je peux, puis je pense qu'en même temps, je vais peut-être en profiter pour faire la distinction entre le polyamour puis d'autres choses, parce qu'il y a Oui. beaucoup de confusion dans les termes. Mhm. Fait que le polyamour... On pourrait peut-être justement définir le couple ouvert, la polygamie, Mhm. Ouais. puis le polyamour. Ah oui, Génial. oui. Fait que je vais commencer par la polygamie parce que c'est le truc qui Ouais. est le plus distinct de tout le reste. Ouais. La polygamie, c'est l'idée qu'il y ait un homme qui ait plusieurs femmes simultanément. OK. C'est généralement des arrangements qui sont, dans le fond, dans les communautés religieuses ou en gros, ça dépend de la culture spécifique de la personne. Fait que, tu sais, il y a certaines franges du protestantisme, il me semble, où il y a effectivement des communautés qui sont polygames. En Afrique de l'Ouest aussi, je sais qu'il y en a. Mais donc, ça, c'est vraiment l'idée qu'il y a un homme qui a plusieurs femmes simultanément, typiquement à travers le mariage. Il y a un mot pour ça, c'est andro quelque chose. Mais continue, je vais le chercher, je sais Ça que je se l'ai peut. dans mes notes. Mm. Ouais, puis il y a la même chose, mais pour que c'est une femme qui aurait plusieurs Ouais, maris. c'est quoi Oui, donc je ça? sais, C'est J'ai pas André en andro tête. quelque chose. Ça se Oui, peut. oui. Puis Oui. je vais vous le trouver, je l'ai dans mes notes. Oui, j'en ai déjà entendu parler. Ouais. Sinon, ben, pour en venir au couple ouvert, le couple ouvert, c'est l'idée qu'il y ait un couple, donc deux personnes, qui sont ensemble sur une base stable, mais qui s'autorisent des contacts sexuels avec d'autres personnes. Donc, c'est ça. Mais là, dans ce cas-ci, on parle de non-exclusivité sexuelle, mais d'exclusivité amoureuse. Amoureuse, ouais. Donc, tu n'as pas le droit de développer des feelings pour quelqu'un. Typiquement, ce qui va se passer dans un scénario comme celui-là, où un partenaire de couple ouvert développe des sentiments pour quelqu'un, ben c'est C'est la fin de la relation, ça va trop loin. C'est l'infidélité est là. L'infidélité Ah, n'est pas dans ouais. les contacts sexuels, elle est dans les sentiments amoureux. Ben, tu sais, je parle de peut-être un peu plus ma définition du Ouais, couple tout à ouvert, fait. mais ouais. Puis après ça, ben, le polyamour, c'est l'idée que, dans le fond, il n'y a pas d'exclusivité amoureuse, et donc on peut tomber amoureux avec quelqu'un. Tendanciellement, ça va être accompagné de non-exclusivité sexuelle aussi. Pas forcément, mais dans la très forte majorité des cas, c'est le cas, ouais. Ah ouais, fait qu'il peut avoir, dans le fond... tu peux être en couple avec quelqu'un sans avoir, dans le fond, de relation sexuelle avec parce que tu tombes en amour avec une des personnes. Fait que tu peux avoir un partenaire tu vas être en amour avec, tu vas aussi avoir des relations sexuelles, mais tu peux avoir un autre partenaire que tu vas être amoureux ou amoureuse de sans avoir de relations sexuelles. J'en reviens à ce que je disais plus tôt, je vais me répéter souvent, Ah, mais ouais. c'est vraiment, tu sais, c'est tellement dépendant des arrangements entre les personnes impliquées Ok. qu'au final, moi, tu sais, c'est une C'est expression quoi, que c'est j'aime beaucoup, mais tu sais, c'est la de parler de sexualité? relations sur mesure, tu sais, plutôt que de parler de relations ouvertes ou relations polyamoureuses. L'idée, c'est juste de voir, dans le fond, c'est quoi les paramètres qui sont négociés entre les deux partenaires, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas, puis de se façonner, dans le fond, une relation sur mesure, là, à travers tout ça. J'aime vraiment le terme couple sur mesure. Ouais. Puis moi aussi. justement, c'est pendant que tu définissais les termes, Karine, tu as rajouté un point, puis tu as dit, ben ça, c'est un peu plus ma définition. Puis c'est ça, je pense, qui est vraiment le point, c'est que chacune a sa propre définition. Tu sais, peu importe l'étiquette, je pense que les étiquettes, on les porte pour les autres, un peu plus. Donc, tu sais, nous, en étant alignés avec notre sentiment de bien-être, après ça, on essaie de trouver des mots pour se définir à travers ça, pour un peu plus être capable de se définir auprès des autres. Mais je pense que, tu sais, les étiquettes, couple ouvert, polyamour, polygamie, peu importe, je pense que c'est toi qui les définis comme tu le souhaites, dans le fond. Là. Ben, clairement. Ma définition de couple ouvert, pour avoir parlé avec d'autres personnes, est différente de ce que c'est pour d'autres personnes, tu sais. Fait que, clairement. Puis justement, tu sais, je pense que, tu sais, comment on fait quand on rentre dans ce type de relation-là?
on s'assoit, on a une discussion? Comment ça se passe? C'est quoi? Ouais. On en parle. Honnêtement, là, être en relation polyamoureuse ou en relation ouverte, c'est parler beaucoup. Il me semble être tombé sur une entrevue d'une personne polyamoureuse qui disait « il faut que t'aimes communiquer ». Puis je pense que c'est certainement vrai. Tu sais, je pense qu'il faut être habile, mais même à ça, l'habileté, ça se travaille, mais je pense qu'il faut que t'aimes communiquer avec quelqu'un. Il faut que tu sois capable de le faire. Puis, ouais, fait qu'au final, c'est un peu ça. Tu mets carte sur table, tu vas... Je peux plus compter le nombre de talks que j'ai eu avec ma blonde à propos du polyamour, de cette démarche-là qu'on entamait tous les deux ensemble et tout. Puis, je veux dire, on en a eu des centaines, là, des talks où on est assis sur le divan, puis on se parle, puis des fois ça pleure, puis des fois ça crie, puis des fois on se pogne, puis des fois au contraire, il y a des super beaux moments fédérateurs, plein de compassion, puis de compréhension de l'autre aussi. Puis est-ce que quand t'es dans un couple polyamoureux, tu te dis « mes blondes » ? Bien sûr. Ah. Ouais. C'est drôle parce que c'est vrai que non seulement ça fait réagir les gens, mais même moi, il y a des moments où je m'arrête un peu en disant « Oh, cette phrase-là est drôle. » Pas parce qu'elle est pas vraie. Tu sais, je peux dire « Ah ben, j'ai fait, je sais pas, on est allé dans le bois avec mes blondes cette fin de semaine. » Mais j'ai toujours une espèce de second guessing qui embarque de comme « Qu'est-ce que je viens de dire là? » Ah oui, c'est ça que j'ai dit, j'ai parlé de mes blondes. Mais c'est vrai que, tu sais, quand on parle de couple, entre autres, mais ce couple, c'est un terme qui est quand même chargé, là, tu sais, qui a une connotation, justement, monogame, tu sais. Puis il y a beaucoup de phrases comme ça qu'on n'est pas habitué de dire quand on est en relation polyamoureuse, puis que c'est vrai que ça fait sourciller les autres, mais soi-même aussi quand tu les dis. Mais c'est sûr, c'est parce que là, on en a parlé juste avant, puis on va revenir là-dessus, c'est que toi, t'es en couple avec Andréane, tu es en couple avec Vicky, mais Vicky et Andréane ne sont pas en couple ensemble. C'est ça la différence, la nuance. Mais parfois, c'est le cas. Parfois, les trois personnes sont en couple ensemble, et là, ça pourrait être un trouble. Mais c'est ça que j'allais dire. Je pense que là, on parle plus de couple. Est-ce que toi, tu dis que tu es en couple avec une, en couple avec l'autre, ou tu as d'autres termes pour toi? Je vais parler de relation. Je veux dire, couple, en plus, pour moi, c'est déjà tellement chargé sur le plan monogame que ça réfère à deux personnes systématiquement. Fait que, je veux dire, je vais être en relation avec une, en relation avec l'autre. J'imagine que techniquement, je suis en couple avec les deux. Dans le sens de je suis en couple avec l'une et en couple avec l'autre. Mais est-ce que tu es en trouble? Non, pour ça, effectivement, il faudrait que mes deux copines s'aiment, soient en relation. Mais ça existe parce que j'ai écouté un documentaire là-dessus. Il y a des vraiment cool documentaires, mini-documentaires, là, je dis, ou des séries documentaires, je dirais, là, sur Snapchat. Puis c'est Love, c'est quelque chose, c'est Love Don't Judge. Love Don't Judge. Puis cette série, c'est vraiment un bijou. Et c'est pas la première fois que je vois des trouples sur Love Don't Judge. C'est vraiment beau à voir. C'est vraiment comme une dynamique complètement différente. Vraiment, les trois personnes sont amoureux l'un de l'autre, ensemble. C'est vraiment un couple qui fait comme vraiment les trois dorment ensemble dans le même lit. Ils ont un lit pour les trois, tu sais, puis c'est leur chambre aux trois. Puis tu sais, c'est vraiment comme... Ils ont bâti une vie ensemble depuis des années à trois. Tu sais, c'est quelque chose qu'on... Moi, je considère m'acheter un leaking juste à cause de ça. Oui! Parce que franchement, en plus, tu sais, je suis pas petit non plus, là, je fais 6 pieds 2 puis tout, puis c'est tassé dans un lit queen, puis tu sais, je veux dire, souvent, on aimerait ça pouvoir dormir à 3, on le fait, tu sais, on l'a déjà fait plusieurs fois puis tout, mais après ça, typiquement, je me retrouve avec un torticolis le lendemain, fait que... Mais est-ce que, mettons, ce serait ton rêve, là, d'être dans un trouble? Je pense que j'aimerais ça, mais vraiment, tu sais, ça sonne corny un peu, mais comme mon rêve, je le vis déjà un peu, tu sais, je suis super content d'être là. Ça a été laborieux, ça a été difficile, tu sais, je l'ai dit plus tôt, mais j'ai fait mal à beaucoup de personnes, tu sais, dans ce processus-là. Puis je suis content d'être arrivé un peu au parachèvement de cette démarche-là, mais ça a été tough, tu sais, ça a été tough pour moi, ça a été tough pour mes anciens partenaires que j'ai clairement blessés, à qui j'ai menti à répétition, puis... Tu sais, je veux insister là-dessus, puis c'est important pour moi de le dire, tu sais. Le fait que je me sois découvert polyamoureux, puis que maintenant je sois dans une relation comme celle-là, je suis super content d'être là, mais ça efface pas ce que j'ai fait non plus, puis je veux, tu sais, ça a été un truc que plusieurs personnes polyamoureuses aussi m'en ont déjà parlé. Le polyamour ou, tu sais, la non-exclusivité ou je sais pas quoi, c'est pas une excuse non plus pour mentir, pour abuser de la confiance de ses partenaires. Et je sais l'avoir fait trop souvent dans ma vie. Puis, tu sais, je veux dire, tout ça, tu sais, le fait que je sois polyamoureux, ça arrive à expliquer beaucoup mieux qu'est-ce que je faisais à ce moment-là, pourquoi je le faisais, mais pas à réparer, pas à excuser. Exactement. Exactement. Je pense que quand on parle de polyamour, de couple ouvert, on peut pas passer à côté du sujet. Ben là, comment tu fais? Il y en a pas un qui est jaloux, la jalousie?
La réponse la plus simple que je peux te donner, c'est « ben non ». Ben non, il n'y a pas. pas de jalousie. Je veux dire, il y a des petits moments de jalousie, tu sais, je veux dire, quand mes deux blondes se sont rencontrées pour la première fois, les trois, on était super stiff, tu sais, on voulait pas trop de collage, on veut pas trop, tu sais, brusquer, tu sais, dans le fond. Fait Mais j'imagine que quand elles se sont rencontrées, t'étais pas encore en couple avec Vicky, tu sais, probablement que ça a été avant, tu sais. Effectivement, j'étais pas encore en couple avec elle. Ouais. Est-ce qu'il y avait un droit de veto à quelque part là-dedans, inconsciemment? Pas exactement, mais je me souviens avoir parlé à Andréane là-dessus, tu sais, puis je lui disais, en tout cas, c'est comme une conversation beaucoup plus large, mais je disais, je pense que je serais pas à l'aise que tu dates quelqu'un que je trouve pas safe. Tu sais, on parlait de violence sexuelle plus tôt. Je trouve que les hommes en général sont souvent problématiques dans leurs relations. Je trouve qu'un gars, je dis pas tous les gars, c'est pas ça mon point, mais je vais juste dire que tendanciellement, les gars ont souvent des comportements violents dans leurs relations. Puis, c'est la façon dont ils sont socialisés aussi. tout à fait. C'est ça. Puis, tu sais, je veux là. dire, l'idée, c'est pas d'essentialiser les hommes comme étant des personnes violentes de manière inhérente, mais il reste qu'on le sait qu'il y a des violences sexuelles dans la société. Puis, on sait aussi qu'elles sont commises par des hommes à la majorité. Je pense que c'est 95% du temps. Il me semble que c'est au-dessus de 90% des violences sexuelles qui sont commises par des hommes, oui. Moi, j'avais vu puis, c'est ça. Fait que, tu sais, mon point, c'est de dire... On avait parlé avec Andréane, puis je disais, ben, je pense que si à un moment donné, je me sens à ce point-là pas confortable avec un gars parce que je le trouve violent, manipulateur, menteur. En gros, je vois des red flags. C'est pas un droit de veto, tu sais, ça passe encore par la conversation, puis je vais pas m'octroyer le droit d'interdire quoi que ce soit à ma blonde, puis réciproquement, elle non plus, tu sais. Mais il y a quand même des conversations qui peuvent, tu sais, qui sont peut-être nécessaires à certains égards. Là, ça n'a pas du tout été le cas dans mon cas. Là. Puis est-ce que tu crois que si Andréane, elle tombe amoureuse d'un autre homme, est-ce que toi, tu vas l'inclure dans le couple? Puis est-ce que tu pourrais tomber en amour avec cet homme-là? Moi, je suis pas bisexuel, fait que c'est pas vraiment dans dans mes cordes, disons. Tu sais. OK, fait que ça C'est se vrai. pas ça. C'est vrai, c'est la notion de l'orientation sexuelle. Tu sais, on parle comme si, parce que tu es polyamoureux, amoureuse, nécessairement, ben, tu dois être bisexuel. Parce que là, on parle comme si tes deux blondes pouvaient tomber en amour depuis tantôt, mais on connaît même pas leur orientation, tu sais. Fait que je pense que c'est comme, faut un peu distancer les concepts, là, puis de dire, c'est vrai, tu sais, dans le fond, l'orientation sexuelle y est pour quelque chose aussi, là. Non, mais c'est parce que sinon... ouais, c'est ça, c'est important quand même, mais je peux quand même répondre à ta question, par rapport à si Andréane ou Vicky, une des deux, bref, devait avoir un nouveau chum, est-ce que je l'inclurais dans ma vie? Ben, possiblement, si je m'entends bien avec, si jamais j'ai du fun, j'aime passer du temps avec lui ou je sais pas quoi, sure, why not, tu sais. Mais c'est ça, après ça, ça irait pas dans le champ sexuel ou amoureux, là. Mais c'est ça qui fait... C'est ça, je pense que pour essayer de voir la nuance peut-être entre la polygamie puis le polyamour, c'est que toi, il y a d'autres partenaires qui peuvent être inclus, mais dans le sens que ça va pas... La polygamie, c'est un homme qui a plein de femmes, mais les femmes n'ont pas d'autres. C'est ça, exactement. Contrairement à le polyamour qui est comme plus comme une... Tout le monde est libre, de la même façon. Puis égal aussi, tu sais, puis c'est une des prémices super importantes du polyamour, tu sais, quand on parle de transparence, tout ça, mais c'est aussi l'égalité entre tes partenaires, puis l'idée que, par exemple, mettons, moi, j'aurais le droit d'avoir d'autres partenaires, mais ma blonde ou mes blondes n'auraient pas le droit, ben là, ça vient casser d'emblée une des choses super importantes au polyamour, en fait, à savoir justement l'égalité entre les partenaires. Puis il n'y en a pas de jalousie? Bien sûr qu'il y en a. Okay. Ben oui, tu sais, je veux dire... Tu sais, ça arrive, mettons que, je sais pas, tu sais, je vais commencer une relation avec une fille, puis, je sais pas, mettons, ma blonde va me dire « Ah, elle est vraiment cute, puis tout, tu coucherais-tu avec? » Puis, tu sais, oui, je coucherais avec. Mais, tu sais, ça peut être challengeant des fois de, je sais pas, tu sais, ton partenaire ou ta partenaire est attiré par quelqu'un d'autre, puis tu trouves ça challengeant. Même, tu sais, je sais pas, d'être exposé à l'intimité aussi que, mettons, ma blonde pourrait avoir avec quelqu'un d'autre, ça peut être challengeant, tu sais. Moi, je pense qu'on a une complicité de feu, puis qu'elle est unique au monde, puis tout d'un coup, je me rends compte que, ben, peut-être pas tant que ça. Fait que oui, l'idée, c'est pas de dire qu'il y a pas de jalousie, c'est de dire qu'on se parle de ces sentiments-là, de ces insécurités-là, puis qu'on les règle. Plutôt que, tu sais, de les mettre en dessous du tapis, on n'en parle pas, puis au final, on pète une coche 3 mois plus tard. Dans une relation... Ah, vas-y, Anne-Marie. Bien, ça en revient un peu au concept d'être the one. On se met tellement de pression pour porter tous les chapeaux possibles pour notre partenaire, puis on attend les mêmes choses aussi de notre partenaire. Tu sais, on veut que... Tu sais, on en parlait un peu. Les partenaires, on s'attend à ce que ce soit quelqu'un qui t'apporte de la sécurité, mais aussi de la nouveauté. On veut que ce soit quelqu'un qui t'apporte, par exemple... mon Dieu, je sais pas, là, j'ai pas d'exemple qui me viennent rapidement, mais tu sais, ton meilleur amant, mais ton meilleur ami en même temps. Tu sais, tu veux que ton partenaire soit... plein de choses qui, des fois,
s'opposent sur un espèce de spectrum. Puis en plus, statistiquement, c'est rough, là, tu sais, je veux dire. Imagine le trouver The One, tu sais, que c'est ça, tu sais, meilleur parent, meilleur coloc. Hey, juste un bon coloc, c'est tough à trouver. Si en plus, il faut qu'il fourre bien, tu sais, pas évident, là. Dis de même. Ben, c'est ça pareil, tu sais, puis Ouais. je trouve que c'est comme beaucoup de cases à cocher, puis beaucoup d'attentes à remplir pour l'autre, puis à apporter soi-même, tu sais. Moi, je suis pas ça dans la vie, là. Je suis pas le meilleur tout, puis c'est correct, tu sais. Puis si au final, certaines des attentes que je compte pas peuvent être comblées par quelqu'un d'autre, ben tant mieux. Mais c'était un peu parce que j'ai été dans un couple ouvert, puis j'ai un peu cette vision-là. Puis c'était un peu ça que je disais quand on me posait des questions, puis on me disait, ben là, s'il est pas satisfait, c'est parce que c'est pas le bon, J'étais comme, ben non. C'est pas ça, c'est que moi, je le sais que j'ai des limites, je sais qu'il y a des trucs que moi, par exemple, des goûts sexuels ou des fantasmes que mon partenaire a, que ben moi, je les partage pas. Ben pour vrai, j'ai pas envie d'empêcher mon partenaire de découvrir puis d'explorer ces fantasmes-là. Fait que je veux que mon partenaire soit libre sexuellement, soit libre dans son corps, de les vivre, ces fantasmes-là, avec d'autres femmes peut-être. Mm-hmm. Mais quand même, moi, je suis plus dans l'exclusivité amoureuse, par exemple, mais ça reste que, tu sais, je le sais que j'ai des limites, je le sais que moi, je suis pas, ma sexualité, mettons, il y a certaines affaires que je fais pas, que je suis moins à l'aise, puis je me sens pas moins valorisée dans ma relation parce que mon partenaire réalise certains fantasmes avec une autre femme, parce que je sais qu'avec moi, il en réalise plein d'autres, tu sais. Oui, tout à fait. C'est confrontant pour l'ego, je pense. C'est ça, c'est qu'il t'as beaucoup de petites morts à faire sur toi-même où, tu sais, quand t'évolues dans une société où on te fait comprendre que tu dois être en couple puis tu dois être the one pour l'autre, ben, tu t'embarques dans cette espèce de drôle de fabulation où tu penses que tu peux être ça dans la vie, tu penses que tu peux être tout ça, puis au final, je trouve que le parcours vers la relation ouverte ou le polyamour te force un peu à faire ces petites morts-là, à abandonner l'idée que tu peux être tout pour quelqu'un, puis accepter que tu peux être beaucoup de choses pour quelqu'un sans être tout, puis que le reste peut être comblé par quelqu'un d'autre, puis que c'est pas plus mal, tu sais. Ouais. Je crois qu'il y a plein de personnes qui sont super... que c'est vraiment... Tu sais, c'est des personnes monogames, puis sont bien là-dedans, puis c'est sain, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de personnes qui seraient ouvertes, puis qui seraient dans des couples ouverts s'il y avait plus de discussions à ce sujet-là, s'il y avait plus d'ouverture, s'il y avait plus d'éducation, s'il y avait plus moins de jugement. C'est ça. Il y a des fausses croyances sur... Exactement. Tu sais, j'avais fait un sondage sur mon Instagram pour demander aux gens si il ou elle serait en relation polyamoureuse ou en couple ouvert. Puis sérieusement, tu sais, je veux dire, j'avais 95% des gens qui me disaient non. Et j'avais demandé pourquoi. Puis on me disait, hey, moi, ça fait pas partie de mes valeurs. J'ai pas le temps pour ça. Moi, je suis bien trop possessive, je suis bien trop jalouse. Mais... Ben trop jaloux. Moi, c'est ça. Ben trop jaloux. Ah non, moi, je pourrais jamais, je suis ben trop jalouse. Quand je leur dis ça, quand je leur parle de couple ouvert, moi, les gens, la seule affaire... J'ai eu, parce que j'en ai parlé vraiment beaucoup, tu sais, j'ai... Mais en même temps, tu vois, cette situation-là, puis je l'entends moi aussi tout le temps, je suis bien trop possessif, bien trop jaloux, je pourrais pas. Mais l'affaire, c'est que depuis le début de notre vie intime, à chaque fois qu'on est exposé à une situation où on est confronté sur ce plan-là, hein, à devoir se dire, ben là, tu sais, ma blonde, mon chum, aime quelqu'un d'autre, ou est juste attiré par quelqu'un d'autre sans même avoir rien fait, on les fuit, en fait, ces situations-là. On va, tu sais, typiquement, moi, je me souviens, tous les feuilletons télé que j'ai vus dans ma vie pendant un bout, dès qu'il y avait de l'adultère qui était impliqué, la relation, elle sacrait le camp, là. Tu sais, tu fuis la relation. Même, tu sais, toutes les conversations où tu vas avoir, mettons, une femme qui s'est fait tromper, elle s'en retourne voir ses girls. Qu'est-ce que ces girls disent? Ben, sac-moi ça au vidange. Sac-moi ça au vidange. C'est un tas de merde, puis retourne pas dans cette relation-là. Fait qu'au final, on développe jamais des outils pour dealer avec la jalousie. On reste juste pogné avec ce sentiment-là. On se sent pas bien parce que c'est pas le fun de se sentir jaloux. Typiquement, en plus, ça jaillit sur l'autre personne, puis l'autre personne se sent mal. Mais on développe jamais des outils pour dealer avec parce qu'on n'en parle pas. C'est un excellent point, ça. Mm-hmm. C'est comme si on développait des mécanismes de défense, mais que jamais on allait déconstruire ce qu'il y a en arrière qui ferait en sorte qu'on n'aurait pas obligé, on serait pas obligé. Puis je trouve que, tu sais, c'est une drôle phrase à dire. Moi, je pense qu'à peu près comme tout le monde, j'imagine, on veut devenir une meilleure personne que celle qu'on est déjà, tu sais, je sais pas, on veut s'améliorer, puis je trouve que c'est une phrase vraiment triste à dire, ben, moi je suis trop jaloux, je suis trop possessif, je m'arrête là, je suis le même, puis je vais rien changer. Mais vous savez que la blessure du rejet, le masque qu'on va porter, c'est la fuite, le fuyant. Fait que le fait de se faire tromper, c'est comme se faire rejeter, parce que c'est se faire considérer comme numéro 2, se faire considérer pas assez, comme si on n'avait pas assez de valeur. Fait qu'on va fuir la situation au lieu de l'affronter, la vivre, de comprendre, tu sais. Mm-hmm. Pourtant, il y a des études qui ont été faites là-dessus.
notamment par une experte là, dans le domaine qui s'appelle Esther Perel. Puis, pas qu'elle encourage l'infidélité, mais elle, ce qu'elle va dire, c'est que souvent, il va y avoir une deuxième vie au couple une fois qu'ils vont avoir vécu ça, parce que là, des choses que tu réprimais, des discussions que tu n'as pas eues, ben c'est comme si une fois qu'il y a eu l'infidélité, là, tu mets tout sur la table. C'est ça, pour autant que tu en parles, au final, ça ouvre une brèche dans tous les tabous qui pouvaient, mettons, persister dans une relation. Puis là, une fois que c'est dit, ben, t'es comme, ben, hey, dans le fond, je pense que j'aimerais ça qu'on passe plus de temps de qualité ensemble. Tu sais, des choses niaiseuses qui n'ont pas été dites pour je sais pas quelle raison, mais là, l'adulte, d'un coup, force un peu ces conversations-là. Puis il y a des relations qui peuvent effectivement sortir carrément gagnantes d'une infidélité. Là. Parce que moi, l'aspect que j'ai compris en analysant ma jalousie, peut-être en me faisant tromper, parce que je me suis fait tromper avant de vouloir être dans un couple ouvert, puis j'ai réalisé que c'était pas vraiment de la jalousie parce qu'il avait couché avec une autre fille, c'était plus de la frustration parce qu'il m'avait menti. Tu t'en allais direct où j'allais. Effectivement. Pour moi, s'il y a un truc que je retiens de toutes les expériences de jalousie, même de comportement possessif ou contrôlant dans des relations, c'est la crainte de se faire mentir, bien plus que la crainte de se faire tromper, dans le sens de comme que mon chum ou ma blonde couche avec quelqu'un d'autre. L'idée qu'on se fasse mentir est terrifiante, puis je comprends pourquoi. Puis je comprends aussi pourquoi on peut développer des mécanismes de défense pour s'en protéger, qui sont pas toujours sains. Mais franchement, bien plus que d'imaginer son chum ou sa blonde coucher avec quelqu'un d'autre, ce qui fait mal, c'est de se faire mentir. Encore plus quand c'est en pleine face ou sur une longue période. Mais tout à fait. Oui, parce que moi, j'ai peu de jalousie. C'est ça, j'ai découvert. J'ai de la jalousie quand il y a du mensonge, de l'hypocrisie, des trucs cachés. Là, je suis pas bien. Mais quand tout est là devant moi, tu sais, je l'ai vécu. Pour vrai, moi, ça me dérange pas de voir mon chum embrasser quelqu'un d'autre. Ça me dérange pas de savoir que mon chum a couché avec quelqu'un d'autre. Puis tu vois l'écho que ça fait. Tu disais tantôt, est-ce qu'il y a de la jalousie? Puis est-ce que... Ben oui, il y en a, mais tu sais, rendu là, c'est tellement de la jalousie, de la petite jalousie qui est presque cute par bout, justement parce que tout est carte sur table, tu sais. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de... Tu sais, je veux dire, s'il y a quelqu'un que je trouve attirant, je vais juste le dire, puis c'est tout, tu sais. Puis fait qu'il n'y a pas de crainte de faire mentir parce qu'il n'y a pas de raison de mentir à l'autre. Puis il y a une expression que j'utilisais beaucoup dans le temps, je disais, c'est pas parce que t'as plus faim que tu peux pas encore regarder le menu. Ça n'a pas rapport. Ça en revient au tabou de la monogamie. C'est comme si on avait encore plus de tabous dans la monogamie sans s'en rendre compte qu'il y en a dans le polyamour. Comme s'il y avait quelque chose de beaucoup plus honnête et transparent dans le polyamour. Puis là, je généralise, là, mais tu sais... Il y en a plein de tabous dans la monogamie. Tu sais, juste l'idée, mettons, est-ce que le fait que mon chum... il regarde la porn. C'est-tu trompé? Ben non. Si tu demandes... ben toi, tu dis ben non. Non, mais je sais. Moi aussi, je suis mille d'accord avec toi. Je fais juste dire que si jamais tu poses la question à différentes personnes, tu vas avoir différentes réponses. Ben oui, mais Anne-Marie, fais juste parler le nombre de femmes qui sont zéro à l'aise avec le fait que s'ils sont en couple, son partenaire ne devrait pas se masturber. Demande à Anne-Marie. Oui, j'en reçois tous les jours de ça. Je suis comme, ben voyons donc, pourquoi tu veux pas qu'il se masturbe? Voyons donc. Ça, tu sais, je veux dire, pour moi, c'est presque une caricature, tu sais, je veux dire, sans vouloir blesser personne, pour moi, c'est un peu too much. Tu sais, je peux comprendre les insécurités, mais là, je trouve ça un peu intense. Mais reste qu'il y a quand même beaucoup de tabous, même si cela est un peu caricatural, il y en a beaucoup dans la monogamie, tu sais. Juste la conversation. Moi, j'ai déjà eu cette conversation-là quand j'étais bien plus jeune, bien avant d'embarquer dans cette histoire-là de non-monogamie, là. Tu sais, je tripe sur une collègue, j'ai une blonde, je l'aime full ma blonde, j'ai rien fait avec la dite collègue, tu sais, on sait même pas, je pense, j'ai même pas effleuré le bras ever, mais je vois bien que, tu sais, il y a une petite dynamique de flirt qui est là. Puis je dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis je décide finalement d'en parler à ma blonde. Ben ma blonde, elle a pété un câble, tu sais. Puis elle était comme, ben voyons donc, tu sais, va donc avec elle finalement, ou je sais pas quoi. Puis je suis comme, fait qu'est-ce que je dois apprendre à cette situation-là? Est-ce que je dois ou bien vivre ça en silence, puis pas en parler à ma blonde, alors que c'est pas mal la personne la plus proche de moi ever. Puis en temps normal, je dis tout. Fait que est-ce que ça, il faut pas que j'y en parle? Ou au contraire, il faut que j'y en parle puis que ça scrape au moins un bout de notre relation, sinon pour toujours, parce que ça arrive aussi, tu sais. Puis by the way, tu sais, je parle de scraper des relations, là, mais comme, il y a des familles qui explosent pour des raisons si niaiseuses que ça, là. Puis ça, si c'est pas une bonne raison de commencer à s'intéresser à la non-monogamie, je sais pas qu'est-ce que ça va prendre, mais tu sais, de considérer qu'il y a peut-être des familles qui ont explosé juste parce que papa ou maman a trippé genre un peu sur son collègue. Moi, je trouve ça vraiment déplorable. Oui, puis penser que parce que tu es avec une personne, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Non, c'est ça, c'est pas parce que... C'est ça, tu sais, le monde devient pas tout laid parce que... Puis non attirant parce que tu es en couple, tu sais, ça n'a pas rapport. Il y a quand même d'autres chimies qui peuvent se développer. Ouais, vraiment. Quand j'avais commencé à être dans mon couple ouvert à l'époque, ce que je disais, puis ce que je trouvais qui était une des plus belles relations que j'ai été dans ma vie, c'est que
on avait une communication qui était juste supérieure à tout ce que j'avais connu dans ma vie. La communication que j'avais avec mon partenaire à cette époque-là, là, c'était juste... Je sais même pas comment décrire, mais c'était juste comme 100%, j'avais l'impression. Tu sais, comme il y avait pas jamais de non-dit. Puis j'étais juste tellement contente parce que j'avais l'impression d'être encore plus proche de lui. Parce que c'est presque comme si je pouvais lire dans ses pensées parce que littéralement, il y avait aucun tabou, il y avait rien qui me disait pas. Puis, tu sais, peu importe si ça me vexait ou pas, s'il y avait une discussion, on n'avait juste jamais peur de se le dire. Puis c'est ça que j'ai aimé le plus, puis que je trouve qui est le plus beau dans un couple ouvert. Puis c'est pour ça que je suis comme, mais à quel point tout le monde devrait être dans un couple ouvert quasiment, tu sais? Juste mettre le concept couple ouvert en se disant c'est une communication genre au-dessus de tout ce que tu as connu, mais tu sais, si t'es pas à l'aise après à aller avoir des relations sexuelles, hey, tu sais, pour toi, un couple ouvert, ça peut être juste follow d'autres filles sur Instagram, là, tu sais, il y en a, là, que c'est ça, là, leur limite, c'est, tu peux pas follow personne sur Instagram, mais non, on est dans un couple ouvert, tu peux follow d'autres filles sur Instagram, tu sais. Tu sais, cette communication-là, en plus, moi, je l'ai remarqué récemment, en plus, elle sert à bien d'autres choses que juste se parler de qui on trouve cute, là. C'est con, là, mais pour des situations aussi banales que des trucs de ménage, là, quand t'habites avec ton ou ta partenaire, là, tu sais, au lieu de, comme, emmagasiner ça en dedans parce que ça fait 3 jours que ton chum n'a pas fait la vaisselle puis c'est son tour, whatever, ben, on s'en parle direct, tu sais. Puis j'ai vraiment l'impression que ces espèces de skills de communication-là qui sont requis, je pense, pour être en relation ouverte ou non monogame, j'ai l'impression que ça sert dans bien d'autres domaines de toute façon que ça. Fait qu'après ça, tu sais, moi, je suis pas, je suis pas un preacher, je suis pas là pour convertir personne. Fais bien ce que tu veux dans ta relation, mais je pense quand même que le niveau de transparence qui est requis pour les relations non monogames profiterait à pas mal d'autres mondes qui sont monogames ou pas. C'est ça. Mais c'est ça que je pense aussi. Oui, puis je vous écoute parler, puis je suis 100% d'accord avec tout ce que vous amenez, sauf que j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui a l'intelligence émotionnelle nécessairement pour aller jusque-là. Ouais. J'ai l'air un peu défaitiste là, dans ma façon d'amener ça, mais j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir ce genre de communication-là, parce que c'est pas tout le monde qui apprend à avoir cette communication-là non plus. Je pense que ça prend une certaine introspection puis un très grand recul, puis c'est pas tout le monde qui est capable d'aller là. Ben, je suis d'accord. Je pense que, tu sais, sur le plan d'introspection, pour sûr, en tout cas, tu sais, de s'arrêter 2 secondes puis de se dire, là, mettons, ma blonde, elle vient de me dire qu'elle a rencontré quelqu'un, comment je me sens, OK? Fait qu'avant même de dire comment je me sens, c'est de s'arrêter puis de savoir au moins pour soi comment on se sent. Après ça, le communiquer, c'est une autre étape, puis c'est chill, mais tu sais, déjà de prendre ce moment-là de pause, puis ça m'arrive, là, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire « Hey, ça dérange-tu si... » Tu sais, je prends cette information-là, ça dérange-tu si on s'en reparle plus tard, une fois que j'ai fait un bout de chemin, puis que je sais mieux comment je me sens par rapport à ça. Ça arrive tout le temps, tu sais. Puis c'est vrai que je peux pas, tu sais... Puis là, après ça, il y a l'étape de comment je communique, comment je me sens, puis c'est vrai que c'est un autre défi, mais je pense que c'est 2 trucs qui sont effectivement super importants, à savoir le mix d'introspection, puis après ça, la capacité à parler de ces choses-là, à rendre compte de ces émotions-là à son partenaire. Ouais, c'est absolument... Pour moi, c'est les pierres angulaires de... Ouais. Est-ce que vous vous rappelez, je sais pas si vous avez connu ça, là, mais à Canal Vie, il y a quelques années, là, je pense que c'est il y a presque 10 ans, il y avait une émission, j'ai oublié le nom, c'était un homme, il avait 4 femmes, puis il avait des familles avec chacune de ses femmes, puis chacune de ses femmes vivait dans des maisons à côté. Les 4 maisons étaient à côté. C'était-tu Princess Wives ou quelque chose du genre? Non. C'était Wives quelque chose, je suis pas mal sûre. Mais ça, tu vois, ça ressemble pas mal à la polygamie, là, justement. C'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Puis chacune, mais elle n'avait pas d'autres partenaires. T'sais, c'était vraiment lui le... Puis là, il dormait parfois dans chacune des maisons, puis avec chaque famille, il avait des enfants, puis les enfants étaient tous dans la même famille, puis... Bon point, puis je vais rebondir là-dessus, puis en arrivant à la notion du temps. Parce que moi, ça, c'est un argument qu'on me donne souvent. Comment t'as le temps? Moi, là, j'ai de la misère à avoir du temps pour mon seul et unique partenaire. Ouais, comment est-ce que tu gères ça? Ouais, comment? Ben, c'est pas toujours évident. Tu sais, je pense que pour vrai, ça te prend un skill de, je sais pas, chargé de projet ou je sais pas trop, là, mais... D'organisation. Mais c'est vrai que, tu sais, il faut que tu arrives à structurer ton temps convenablement. Ça a été un défi pour moi, tu sais. Surtout au début, quand moi j'ai rencontré Andréane et que j'avais déjà une copine, ça a été vraiment difficile sur le plan du temps, mais aussi parce qu'il y avait plein d'embûches, tu sais, je veux dire, parce que mettons, mes 2 copines n'étaient pas exactement à l'aise avec tout ça, ben, c'était, tu sais, il fallait que je ménage, tu sais, des égos puis des blessures, en tout cas, fait que, tout ça pour dire que ça a été vraiment compliqué, mais après, tu sais, là, en ce moment, je suis avec 2 blondes qui se connaissent bien, qui s'aiment bien, qui aiment passer du temps ensemble, puis qui sont aussi capables de comprendre, tu sais, récemment, une de mes 2 blondes a vécu des choses un peu rough. J'ai été plus disponible pour elle. Puis
Puis, tu sais, mon autre blonde n'a pas fait comme c'est ordinaire en crise que tu sois pas souvent à la maison, tu sais. Parce qu'elle comprend, tu sais. Puis, réciproquement, quand une fois que cette période-là un peu plus trouble est passée, ben, je vais passer un peu plus de temps avec mon autre blonde parce que j'en ai manqué un peu. Puis, tu sais, au final, le fait que les deux soient compréhensives sont. Tu sais, c'est comme. Comment dire, tu sais, c'est des conditions super favorables pour qu'au final, moi, j'ai pas besoin de me casser la tête à être au chrono à chaque fois que je suis avec quelqu'un puis à savoir combien d'heures je passe avec qui, là, tu sais. Mais ça arrive dans les relations monogames. T'es pas à la maison, il est 9h, tu m'avais dit 8h15. Ouais, c'est ça, mais je me demande, est-ce que des fois, tu sens que tu t'éloignes un peu d'une d'entre elles, ou est-ce que des fois, parce que tu te dis « Ah, mon Dieu, je suis moins là », ou... Je pense que c'est comme une question que je me suis posée à moi-même, pas parce que ça m'arrive en ce moment, mais parce que je me dis, je pense que je peux comprendre comment ça pourrait arriver. J'ai pas de scénario précis en tête, mais je me dis, ça se peut que, tu sais, pour une raison ou une autre, si jamais je vis quelque chose d'éprouvant, par exemple, puis que je sais pas pourquoi, mais il y a une de mes partenaires qui est plus habile avec cette situation-là que l'autre. Ça se peut que je me sente plus proche de l'une que de l'autre dans cette période-là ou pour cette raison-là. Ça veut pas dire que ça vient qualifier à tout jamais la proximité que j'ai avec l'une ou l'autre. Mais c'est vrai que ça se peut que il y a des moments, tu sais, que ça fluctue un peu, tu sais, que ça change. Ouais. OK. J'aimerais ça que tu nous parles des micro-agressions que les personnes polyamoureuses vivent. Ben, tu vois, tu sais, moi, je suis rendu un peu, j'allais dire hypersensible, mais c'est pas exactement le cas, mais t'en as un peu fait une, en fait, tantôt, mais c'est très subtil, hein. Puis encore une fois, j'ai comme presque complété une maîtrise là-dessus, fait que c'est normal que je sois hyper vigilant pour ces choses-là. Puis je suis presque sûre que je sais c'est laquelle, mais c'est vrai? Ben en fait, j'aimerais ça que tu me le dises. J'ai oublié, mais je suis presque sûre. Je pense que c'est quand je t'ai dit... quand j'ai parlé de ta première blonde, ancienne blonde, j'ai dit quelque chose. Non, pas du tout. Non, en fait, je pense que tu parlais de ta relation à toi. Tu parlais d'insatisfaction, je pense, de l'idée que, dans le fond, si on va voir quelqu'un d'autre, c'est parce qu'on est insatisfait. Ben, ça, c'est complètement faux. Ben, c'est pas vrai, tu sais. Puis c'est super invalidant, c'est de dire que, dans le fond, moi, dans le fond, tu sais, puis je me suis déjà fait dire ça textbook. Ah, mais je l'ai dit en exemple. Oui, c'est ça se peut. OK, c'est ça. Ben, c'est ça. Ben, ça, c'est une microagression 100%, puis je me le suis fait faire. C'est ça, puis ça arrive tout le temps. Ça n'a aucun rapport. Bon, OK, bon, parfait, c'était pas une microagression alors. C'est ça, mais tu sais, je veux dire, ces messages-là de dire... Moi, je me suis déjà fait dire par une inconnue, en plus, il faut quand même le faire, là, tu sais, c'était comme une amie d'amis, on était dans une soirée, je la connaissais pas pantoute, puis je sais pas pourquoi on finit par parler de ma relation polyamoureuse ou je sais pas quoi, puis, tu sais, elle me dit straight to my face que, dans le fond, c'est parce que je l'aime pas vraiment ma blonde que je suis en relation polyamoureuse. Puis je suis comme, hey, je pense que tu connais même pas mon prénom, t'es déjà en train de qualifier la qualité des sentiments que je ressens pour ma blonde. Tu sais, pousse pas trop loin. Mais cette idée-là, tu sais, que c'est ou bien parce que t'es insatisfait, que tu l'aimes pas vraiment ta blonde ou je sais pas quoi, c'est plein de choses qu'on se fait dire assez souvent par des personnes qui sont peut-être pas encore familières avec tout ça. Il y en a d'autres, mais ouais. Puis donc, c'est micro... Vas-y. Ouais, puis comme le fait que toi, tu dois pas avoir des bonnes valeurs. Pas des bonnes valeurs, tu sais, t'es débridé, t'es une espèce de bête sexuelle qui veut juste coucher avec du monde, puis qu'il y a pas de, tu sais, une bidou sans fin ou je sais pas quoi. T'es un éternel infidèle. C'est juste parce que t'as besoin de séduire beaucoup. Ouais, fait que tout ça, tu sais, c'est juste des messages qui sont complètement invalidants, puis qu'au final, si jamais tu demandes à la personne concernée, qui est polyamoureuse, comment tu te sens, pourquoi tu fais ça, ben, elle va pas te répondre ça. Puis l'affaire, c'est que c'est pas mal la seule personne qui est capable de savoir comment elle se sent, puis pourquoi elle fait les choses. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, dans le fond, ces micro-agressions-là. Ça passe beaucoup par des comportements qui sont... Pour elle, c'est rarement dans l'insulte. Ça peut aller jusque-là par bout, mais sinon, beaucoup dans des petits commentaires invalidants de... tu sais, je me souviens d'une amie qui me parlait qu'elle était en relation ouverte, commençait une thérapie, puis dans le fond, elle vient de rencontrer sa thérapeute. Je pense qu'elle était comme à deux ou trois rencontres. Parle de sa relation ouverte. C'est sa thérapeute qui dit « Tu sais, de toute façon, ces affaires-là, ça dure jamais bien longtemps. » Mais... Ouais. Ben moi, je connais des couples ouverts qui sont ensemble depuis c'est un jugement de valeur, je veux dire. C'est vraiment un mauvais move, point, sur le plan thérapeutique, pour plein de raisons. C'est horrible, mais c'est quand même courant. Puis, tu sais, moi, j'ai déjà eu des interactions qui n'étaient pas aussi graves que celle-là, pas aussi invalidantes que celle-là. C'est complètement faux. Mais, tu sais, en fait, hier, je consultais un document par l'APA, le American Psychologist Association, qui est un document, dans le fond, qui essaie de faire de la sensibilisation auprès des psychologues pour les minorités sexuelles en général, incluant les minorités relationnelles comme polyamoureux, etc. Mais l'affaire, c'est que c'est ça, tu sais. Je trouve qu'on l'oublie souvent, mais les thérapeutes, c'est du monde aussi, tu sais. Puis, ben, on vit dans une société qui est raciste, puis qui est sexiste, puis etc. Fait que, ben, les thérapeutes, idéalement, ne le seraient pas, mais peuvent être sexistes, racistes, homophobes, ou transphobes. Exactement. Même si c'est subtil, ça peut traverser des fois la thérapie, puis ouais. J'ai une question, là, on parle de microagression avec ta famille, comment ça a été? Ma famille n'est pas au courant. Fait que t'en as jamais parlé? Mon frère est au courant, mes parents le sont pas.
Donc, ta famille pense que t'es avec Andréane et c'est tout? Ouais. Ou... OK. Ouais. Après, c'est assez récent, puis pour plein de raisons, je suis pas forcément proche de ma famille non plus, fait que rendu là, ça fait pas grande différence. Okay. Mais c'est un enjeu, tu sais, moi, je me souviens d'une amie qui me disait qu'elle tentait beaucoup le terrain avec sa famille, puis avec la famille de son chum. Dans le fond, elle est avec son chum depuis longtemps, sont polyamoureux, ont déjà eu mutuellement, tu sais, des relations, en plus de leur relation de couple à eux deux. Puis, tentaient le terrain avec leur famille, puis souvent, ça passait par des jokes, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, elle qui va dire en plein souper de famille, genre, ah ben non, tu sais, j'étais avec mon autre chum, puis là, ça fait bien rire la table, mais le monde ne comprenne pas que c'est littéralement vrai, tu sais, c'est vrai qu'elle est avec son autre chum, mais c'est un enjeu, puis je trouve que, moi, tu sais, étant pas, mettons, bisexuel ou homosexuel, je suis pas à l'aise de m'approprier l'expérience de coming out, là. Mais je trouve qu'il y a quand même, en tout cas, des similarités entre l'idée de, ben, tu sais, ça, d'apparaître au monde pour ce que t'es, pour tes préférences sexuelles ou relationnelles, puis, ouais. Est-ce que tu crois que toute ta vie, ça va être ça? Tes parents, ta famille ne seront jamais au courant du fait que tu es aussi amoureux de Vicky? Franchement... Qu'elle fait aussi maintenant partie de ta vie, tu sais? Franchement, dans mon cas spécifique, c'est vraiment parce que je suis pas très proche de ma famille que c'est pas un enjeu. Fait que c'est pas une question que j'ai à me poser. Mais je comprends pourquoi ça peut être une question importante puis une décision importante à faire. Là. Est-ce que tu crois qu'il y aurait des microagressions, justement? Bien sûr. Okay, fait que ça serait juste... Bien sûr. Ma copine a fait récemment son coming out à sa famille sur le plan... Ça s'est pas très bien passé. Ça s'est pas très bien passé. De part et d'autre, il y a eu tantôt des commentaires maladroits, d'autres qui étaient plus rough, là. Mais ouais, non, ça s'est pas bien passé. Mm-hmm. Puis est-ce qu'il y a des petits fun facts? Ben oui, c'est ça qui est drôle. Moi, amoureux des petits trucs, dans le cadre de la recherche que je faisais pour ma maîtrise, ben je m'intéressais forcément aux biais négatifs qui étaient attribués aux personnes qui sont en relation non monogame. Puis il y en a une couple qui sont drôles. Il y a une recherche de Conley puis ses collègues là, en 2013, je pense, qui faisait passer un questionnaire pour évaluer, dans le fond, les biais implicites que les gens avaient sur les personnes qui sont en relation non monogame. Je pense que la recherche incluait aussi les personnes en relation ouverte puis les échangistes. Puis il y a plusieurs trucs intéressants là-dedans. Fait que, tu sais, dans le fond, le questionnaire posait des questions sur des choses qui sont relatives aux relations conjugales. Hein? La satisfaction sexuelle, est-ce que la proximité émotionnelle, ce genre de choses-là. Mais aussi 4 questions vraiment random. Mais un vrai random, là, qui n'ont rien à voir avec le couple. Je les ai même notés, en fait, je vais les sortir pour vous faire rire un peu. Mais, fait que c'est des questionnaires du type... moi, je les ai là. Des questionnaires du type, tu sais, je suis tout à fait d'accord ou pas du tout d'accord, de 1 à 5. Là. Donc, les 4 questions qui n'avaient pas rapport, c'était volontaire. C'est à quel point les personnes donc, en relation non monogame payent leurs impôts à temps. À quel point elles promènent leur chien quotidiennement comme elles devraient le faire. À quel point elles prennent des multivitamines. Puis à quel point elles se passent la soie dentaire chaque jour. Puis systématiquement... Pourquoi? Mais c'est en gros, je ne vais pas vous assommer avec des trucs de recherche en sciences sociales, mais en gros, c'est des espèces d'items qui sont là pour évaluer la fiabilité du test, puis voir, dans le fond, tu sais, explorer d'autres avenues, disons, dans le test. Puis au final, pour ces 4 questions-là, les personnes en relation non monogame étaient évaluées défavorablement par rapport aux personnes en relation monogame. Ça veut dire qu'elles obtenaient un score plus bas que les personnes monogames, même si ça n'a rien à voir avec les relations amoureuses. Puis fait encore plus intéressant, les personnes non monogames qui ont passé le questionnaire, eux aussi cotaient les personnes non monogames plus faiblement sur ces réponses-là. Fait que ça montre juste que même des préjugés, il y a plusieurs interprétations. La mienne, les personnes non monogames sont vraiment moins se passe pour pas la soie promener dentaire. leur chien. Non. Moi, puis je vais la situer comme pour ce qu'elle est, à savoir mon opinion, parce que c'est que ça, c'est une interprétation, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être pas une haine de soi, mais tu sais, en gros, l'intériorisation des normes, de la même manière que, par exemple, une personne racisée peut avoir des préjugés racistes sur sa propre ethnie, couleur de peau, ben j'ai l'impression qu'il y a peut-être ça qui est en jeu. J'ai l'impression que quand on est puis qu'on évolue dans un système où la monogamie est hégémonique, là, dans le fond, c'est le principal mode d'entrée en relation, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des stéréotypes qui, malgré tout, viennent un peu nous rentrer dans la tête, puis qui vont avoir une incidence sur la façon dont on perçoit les autres, mais je le trouve encore plus tristement, on se perçoit nous-mêmes. Ça veut un peu dire que peut-être qu'on s'aime un peu moins juste parce qu'on a plusieurs blondes. Puis je trouve ça un peu cave. Je veux dire, je trouve ça cave dans le sens où je comprends pourquoi ça existe, mais je trouve ça franchement dommage de se dire qu'on s'aime moins parce qu'au final, on aime plus de monde en même temps. Combien de blondes t'aurais, total? Franchement, 2, pour moi, c'est en masse. Il y a
Il y a plusieurs termes que la communauté polyamoureuse a développés au fil du temps. Franchement, je suis pas up-to-date avec ce vocabulaire-là, je l'emploie très peu, mais il y a un terme qui m'est resté en tête parce que je le vis, je pense, en ce moment, c'est le terme polysaturé. L'idée que, dans le fond, au travers de toutes tes relations, peu importe combien t'en as, c'est quoi la profondeur de ces relations-là, un moment donné, t'en as assez. Puis moi, je suis un peu là-dedans, dans le sens où je cherche pas quelqu'un, j'ai pas, pour plein de raisons, je suis pas sur les apps de rencontre parce que c'est pas mon jam, là, mais en gros, si je devais rencontrer quelqu'un qui me plaît, ça se peut que j'investisse cette relation-là, mais je suis pas en recherche active de trouver quelqu'un d'autre. Fait qu'en ce sens-là, moi, je dirais, je suis polysaturé parce que j'en ai assez. Cool. Mais il y a du monde, moi, je suis sur un forum là, de personnes polyamoureuses à Montréal, puis il y a des personnes qui nous parlent des fois de leur 3e, 4e relation. Si elles arrivent à avoir le temps, puis la disponibilité émotionnelle aussi pour toutes ces personnes-là, tant mieux pour elles. Ah, mais c'est ça, le temps. Ben oui, on en revient à ça, ouais. Ouais, c'est un challenge. Ben, c'est sûr, ça joue, là, c'est la même chose que prendre tes projets ou pas, tu prends-tu ce projet-là, tu le prends-tu pas, est-ce que tu traites ça comme un projet? Ben non, ça serait trop froid, je trouve, ouais. Puis c'est beaucoup plus organique que ça au final, mais c'est vrai qu'au final, le temps, c'est la seule chose finie que t'as. Tu sais, de l'amour, j'en ai plein à donner, tu sais. Puis c'est pas parce que... Moi, l'analogie que j'ai toujours trouvée la plus efficace là-dessus, quand un parent a un 2e enfant, il aime pas ses enfants à moitié. Non, il aime ses enfants pleinement, chacun, puis il y a pas de perte là-dedans, tu sais. Comme avec mes chiens. On multiplie l'amour. Ou des amitiés, ou je sais pas quoi. Égal. Tout à fait. Puis au final, c'est de dire, ben, tu sais, il n'y a pas de quantité d'amour fini. Mais le temps, il y a toujours bien juste 24 heures dans une journée, puis c'est vrai que ça peut devenir un challenge. Fait qu'après ça, moi, comme je disais, pour plein de raisons, je suis polysaturé. Mais je pense que le temps pourrait rapidement devenir un enjeu si jamais j'avais une troisième relation. Fait que, ouais, voilà. Puis je comprends pourquoi c'est un enjeu qui est récurrent pour les personnes polyamoureuses. Puis pourquoi tu retournerais jamais à la monogamie? Parce que j'imagine que tu ne retournerais jamais à la monogamie. Mais t'as raison, parce que je pense qu'une fois que t'as vu ce que ça pouvait faire, tu sais, ce que ça me fait à moi, je veux dire, je suis vraiment bien là-dedans, je me retrouve, j'ai vraiment l'impression d'être à ma place, d'être qui je suis aussi là-dedans. Puis je pense que de retourner dans une relation monogame, ça serait me faire violence à moi, mais aussi courir le risque de recommencer des patterns de merde que j'ai eu, de cacher des flirts que j'ai avec d'autres mondes, tout ça. Puis c'est vraiment un truc avec lequel j'ai pas envie de jouer, parce que moi, j'étais pas bien là-dedans au final, mes partenaires, évidemment, l'étaient pas non plus. Puis, tu sais, même à ça, je veux dire, pour moi, ça a toujours été... Depuis que je suis très jeune, je trouve ça... Il y a beaucoup de choses que je trouve absurdes dans les relations amoureuses. Le fait de pas pouvoir dire... cette fille-là, tu sais, même quand c'est des personnes qui sont, tu sais, je veux dire, je sais pas, le genre, tu sais, je peux dire Scarlett Johansson, c'est vraiment un babe, comme, c'est pas supposé être menaçant pour ton ego. Parce que c'est une personne que je connais pas, que je serai jamais en contact avec elle, mais pourtant, j'ai déjà eu ces interactions-là avec des copines. Moi, il y a des trucs comme ça que je pourrais plus, ouais. Je comprends. Moi, il y a un jeu que j'adore faire, c'est, tu coucherais-tu avec telle personne ou telle personne, puis après ça, la personne a choisi une des personnes, je fais « Ok, parfait, fait que là, je prends cette personne-là, puis là, je compare avec une autre personne. » Fait que, entre cette personne-là, avec qui tu coucherais le plus? Moi, j'adore faire ça, puis je me sens zéro menacée, puis je trouve que c'est full le fun de faire comme « Ah, tu coucherais plus avec elle que elle! Ah! » Tu sais, j'ai l'impression que j'en apprends bien plus, j'en apprends sur plein de trucs de... Tu sais, ses intérêts sexuels, je sais pas, je me dis... Ça te permet d'aller plus profond avec l'autre personne, j'ai l'impression. Moi, j'ai l'impression que le polyamour, mais moi, je suis pas polyamoureuse, mais par exemple, les couples ouverts, j'ai l'impression que t'es beaucoup plus proche, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup plus connecté à ton partenaire, t'es beaucoup plus proche. Tu vis des choses que tu ne vivrais pas ailleurs. Il y a un terme qui s'appelle la compersion. C'est l'idée que... C'est vraiment l'antithèse de la jalousie. C'est l'idée que t'es littéralement heureux, plus heureux, quand tu sais que ton ou ta partenaire est amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre ou est avec son partenaire. Puis ça, là, c'est pas un sentiment noble, là, je sais pas ce que c'est, là, d'être à ce point-là content pour l'autre. Puis à ce point-là, tu sais, de pas mettre ton ego dans le chemin, que tu te dis comme « Hey, je suis donc bien content que ma blonde ait une date ce soir. » Moi, ça m'est arrivé là, de dire à ma blonde genre « Ah, tu devrais porter ça pour ta date plutôt qu'autre chose parce que comme t'es plus chic là-dedans. » Puis d'embarquer là-dedans aussi avec, c'est des super beaux moments qu'on vit pas dans une relation monogame traditionnelle, disons. Tu sais, si on parle de la sexualité, puis je suis sûre que tu vas pouvoir faire un lien là-dessus, là, c'est aussi... selon moi, quand même un peu excitant de faire comme « Oh my God, tu sais, mon chum, il croise cette fille-là. » Je sais pas. En tout cas, moi, je trouve ça quand même... Je trouve que c'est stimulant, puis ça fait comme « Ah! » Genre, il croise cette fille-là, là, à soir, il a couché avec cette fille-là, comme je sais pas, moi, il y a quelque chose que je trouve comme excitant par rapport à la sexualité, puis
Vas-y, Anne-Marie, je pense que tu voulais parler. À la sexualité ou la Ben, sexualité? Ma sexualité. Ok, oui. Par exemple, avec Ben- mon partenaire, je vais trouver comme... ça va littéralement m'exciter de savoir que il est en train d'avoir une relation sexuelle avec une autre fille. J'ai eu un couple d'amis qui disaient littéralement textbook la même chose. Je suis excité quand je sais que ma blonde ou mon chum est avec son autre blonde ou whatever. Ça m'excite, puis juste de le savoir des fois, genre, je vais me toucher en pensant à ça. Ouais. Mais Je je pense pense... que ce sera pas son autre blonde, mais tu sais, c'est ça. Ouais. Ouais, ben tu sais, je pense Exact. que le désir sexuel, c'est une dualité, là. C'est soit t'es sur les freins, soit t'es sur l'accélérateur. Il y a des gens pour qui certaines choses vont mettre le pied sur le frein. Il y a d'autres personnes pour qui on va mettre le pied sur l'accélérateur. Fait que, tu sais, je pense que du moment que tu es capable de reconnaître tes préférences, après ça, regarde, comme tu as dit tantôt, whatever floats your boat. Je pense que pour conclure, j'ai juste envie qu'on mette un peu le doigt sur la famille. Une famille avec des parents polyamoureux, comment tu vois ça? Je suis content que t'en parles, j'y avais pensé tantôt, puis j'ai oublié de le nommer, mais je vois ça... Moi, franchement, j'ai du mal à comprendre l'opposition à la pluriparentalité ou la triparentalité, mettons qu'il y en a juste 3, là. Franchement, là, moi, je suis pas parent, hein, je prévois l'être éventuellement, j'aimerais ça avoir des kids puis tout, mais... Avec qui, tu sais? Andréane ou Vicky? Les deux, non? Ça, c'est un autre sujet, effectivement. Tu sais, moi, mettons, avec Andréane, ça a été clair que c'est avec elle que je ferais des enfants. C'est aussi clair avec Vicky. En plus, de ce que j'ai compris, elle en veut pas de toute façon. OK, fait que ce serait vraiment avec Andréane, tes enfants, puis Ouais. Vicky, elle, ça lui dérange pas. Exactement, parce que de toute façon, elle n'est pas sûre d'en vouloir, puis elle est super à l'aise avec ça. Mais donc, la question de la parentalité, je comprends pas l'opposition qu'on peut avoir à l'idée d'avoir plus de parents pour un même enfant. Dans la mesure où c'est déjà une sacrée job être parent, c'est demandant. Moi, j'ai vu plusieurs amis, plusieurs collègues avec des cernes qui leur arrivaient jusqu'à la bouche, parce qu'ils sont brûlés. C'est rushant avoir un kid. Puis franchement, si on peut compter sur une troisième personne, voire plus, pour appuyer, dans le fond, dans les tâches qui impliquent être parent, ben, go. Fait que, je veux dire, je comprends pas le préjugé défavorable par rapport à ça. Puis si jamais j'essaie de le comprendre, je le lis pas mal aux mêmes préjugés c'est moins le cas maintenant, mais qui admet beaucoup la question de l'homosexualité, à savoir est-ce que deux hommes peuvent être pères. On roule les yeux maintenant parce que c'est un vieux débat, puis je suis d'accord avec toi, mais il n'y a pas vraiment de justification concrète, disons, pour moi, quant aux réserves sur la pluriparentalité. Ouais. Ben, merci, Guillaume. C'est vraiment Ça me fait intéressant. full plaisir. Sincèrement, Vraiment. j'aurais continué encore de discuter avec toi là-dessus. C'est vraiment le fun comme podcast. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Je pense que ça va vraiment mettre en lumière tous les beaux côtés, je pense, du polyamour. Je pense qu'on vient de démystifier le sujet. J'espère qu'on va aussi avoir semé des petites discussions chez certaines personnes. On espère. Certaines personnes qui vont pouvoir Ouais, si ça peut spark d'un parler. coup des conversations entre Oui. couples, tant mieux. En Ouais. parler avec votre ou vos partenaires. Qui sait? Maintenant, c'est ça qu'on va devoir dire, Anne-Marie. Votre ou vos partenaires. Mhm. Merci. Merci.